Sur YouTube, on vous parle sûrement trop souvent de smartphones haut de gamme. Des smartphones super, ça c'est sûr, mais forcément c'est des smartphones qui coûtent très cher. Aujourd'hui, j'ai donc devant moi les meilleurs smartphones milieu de gamme de l'année. Je suis parti au Japon avec chacun d'entre eux pour les tester dans la vraie vie, dans les meilleures conditions possibles pour la partie photo et vidéo. Mais bien sûr, j'ai aussi pris le temps de tester chacun d'entre eux sur les autres usages, comme par exemple le divertissement, le travail et tout ça. D'ailleurs, vous aurez un enregistrement d'appel avec chacun des téléphones en fin de vidéo. Alors, quel smartphone acheter quand on cherche le meilleur rapport qualité-prix, mais surtout lequel de ces smartphones est fait pour toi et tes usages, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va d'abord voyager un petit peu ensemble au Japon, donc, où je vous parlerai des capacités photo et vidéo de chacun. Puis après, on fera le point avec les 3 plus gros points forts du mobile en question, ainsi que ses 3 plus gros points faibles. Pour chaque produit, je vais vous donner les prix à l'instant T où je tourne cette vidéo. Mais bien sûr, n'hésitez pas à aller voir les liens en description et en commentaire épinglés pour voir, au moment où vous visionnez la vidéo, quel est le prix de chacun des modèles. Allez, c'est parti pour le voyage et la sélection. Et pour commencer, je tenais à remercier Seili de m'avoir accompagné sur ce projet. Grâce à eux, j'ai vraiment pu tester chaque produit sans problème grâce à leur eSIM. Il m'a suffi d'acheter une seule eSIM et après je l'ai transféré sur chacun des mobiles au fur et à mesure que je l'ai testé. Et pour ça c'était vraiment hyper simple, il me suffisait de désinstaller la eSIM sur le premier mobile pour pouvoir l'installer sur le second. Vraiment, en 3 minutes à chaque fois, c'était fait. La eSIM Seili, c'est vraiment hyper facile à mettre en place. Il suffit de sélectionner le pays où on va, de choisir la quantité de données dont on a besoin. On rentre bien sûr le code iBordelais pour avoir 15% de réduction au panier et il ne reste plus qu'à installer l'eSIM. Et dès qu'on arrive dans le pays en question, la eSIM s'active automatiquement. On a le choix entre des eSIM pour un pays, une région ou alors au global, donc c'est-à-dire un forfait monde. Et pour ma ligne principale, j'ai même voulu tester le service Seili Ultra qui m'a offert 1 mois de data illimité, ce qui était parfait pour mon voyage de 3 semaines au Japon. Et en plus de ça, on a plein d'autres services qui sont hyper pratiques quand on voyage, comme par exemple un accès à NordVPN pour pouvoir suivre les derniers Grands Prix de F1 depuis le Japon, ou encore un accès à un lounge d'aéroport, et ça je vous garantis que je l'ai beaucoup apprécié lors de ma longue correspondance que j'avais au retour. Bref, quand vous voyagez, je peux que vous conseiller Seili. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée pour vous accompagner dans l'installation. N'hésitez pas à aller la voir si jamais vous avez des questions. Pensez à rentrer le code iBordelais, bien sûr, ça soutient. Et nous, on revient à la vidéo. Et on attaque avec le best-seller, le Samsung A56, que j'ai testé dans les Alpes japonaises. Ici, pas de surprise, on retrouve une configuration très classique. On a un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement et un ultra grand angle de 12 mégapixels. Et oui, on a toujours ce capteur macro qui sert à rien de 5 mégapixels, qui est juste là pour faire joli et pour faire croire qu'on a 3 appareils photo, mais non, on n'en a vraiment que 2 d'utiles. Et à l'avant, on aura une caméra selfie de 12 mégapixels. De jour, c'est du Samsung tout craché. On a des photos qui sont nettes, avec des couleurs qui sont punchy, un petit peu trop saturées sûrement pour certains, mais bon, c'est un petit peu la signature de la marque. C'est flatteur pour la rétine, parfait pour les réseaux sociaux, sans avoir besoin de faire des retouches. Par contre, dès qu'il y a un fort contraste, c'est vrai que j'ai quand même noté que les hautes lumières ont tendance à être un petit peu brûlées. Bonne nouvelle par contre, j'ai une bonne concordance des couleurs entre l'ultra grand angle et le grand angle. Dernier point important, c'est qu'on a accès à Samsung Galaxy AI, ce qui est très pratique pour pouvoir par exemple retirer des touristes de nos photos. De nuit, le capteur principal s'en sort très bien, notamment avec les néons que j'ai pu prendre en photo ici. Par contre, n'essayez pas de zoomer, le zoom numérique x2 s'effondre quand même très vite en basse lumière et ça devient une bouillie de pixels. Et c'est encore pire avec l'ultra grand angle où là tout est lissé, c'est pas terrible. Non, vraiment, on reste au x1 de nuit. En vidéo, j'ai beaucoup aimé sa stabilité. On a de la 4K à 30 images par seconde. L'autofocus est réactif. Bref, c'est vraiment une valeur sûre pour filmer ses films de vacances. Bon, on a quand même de la chance parce que de ce qu'on a pu voir sur Google, le week-end et jour férié, apparemment c'est blindé. Mais bon, là on est en semaine, on est mardi je crois, mercredi, je sais plus. En basse lumière, en intérieur, ça le fait aussi avec le capteur principal. Regardez, par exemple, là je vous montre ce magnifique repas que nous avons pris dans un ryokan. Et le capteur frontal, lui aussi, se débrouille assez bien. En extérieur, ça reste correct tant qu'on ne bouge pas trop. On sent que la stabilisation électronique travaille vraiment dur pour gommer les tremblements, ce qui crée parfois des effets de flou un petit peu bizarres lorsqu'on est en mouvement. Et du coup, quelles sont ses qualités et ses défauts? La première qualité que je vais mettre en avant, c'est sa qualité de fabrication qui est premium. On a du verre Gorilla Glass Victus et de l'aluminium. On a vraiment l'impression d'avoir un smartphone haut de gamme dans les mains, qui me rappelle d'ailleurs beaucoup ce que j'ai avec le Samsung Galaxy S25. Deuxième gros point fort, c'est qu'il sera mis à jour pendant longtemps. Samsung nous promet 6 ans de mise à jour, ce qui est vraiment super pour du milieu de gamme. Et enfin, comme toujours avec Samsung, on a un super écran, là c'est un écran 6,7 pouces, Super AMOLED qui en plus est très lumineux, donc ce sera vraiment un excellent écran pour toute la partie divertissement. Et en plus de ça, vu qu'il est assez lumineux, pas de souci pour le voir en plein soleil. Au niveau des points faibles, j'ai commencé par vous parler du processeur, donc c'est un Exynos 1580 qui est largement suffisant pour tout ce qui va être
divertissement, pour travailler aussi. Mais si jamais vous jouez assez régulièrement, là il vaudra mieux opter pour le smartphone qui vient juste après celui-ci. Au niveau de la charge, Samsung nous promet 45 watts, mais c'est compliqué à atteindre. Moi j'ai trouvé que c'était un mobile qui chargeait vraiment très lentement. Et enfin au niveau de la partie photo et vidéo, on l'a vu ensemble, bon, même si le capteur principal tient la route, l'ultra grand angle est quand même vite mis en défaut. Et comme toujours, hein, un capteur macro, ça sert à rien. Passons maintenant au OnePlus Nord 5 que j'ai pu tester à Kyoto. Ici sur la partie photo, on a un setup qui est carrément déséquilibré. On a un excellent capteur principal Sony de 50 mégapixels avec de la stabilisation optique, mais il est accompagné d'un ultra grand angle de seulement 8 mégapixels, ce qui fait quand même un petit peu tâche en 2025. Et sur le terrain, c'est vrai que le capteur principal est vraiment bluffant. Le piqué est excellent, les textures sont bien rendues, c'est proche d'un téléphone haut de gamme. Mais dès qu'on passe à l'ultra grand angle, aïe! On voit que c'est mou, que les détails dans les bords de l'image disparaissent. C'est vraiment un téléphone où on va utiliser quasiment tout le temps l'appareil photo principal. Et bien sûr, c'est le même constat de nuit, c'est même exacerbé. Le capteur principal capte beaucoup de lumière, c'est très propre. Par contre, l'ultra grand angle, c'est encore pire que de jour. Et pour moi, c'est même limite inutilisable à cause de la quantité non négligeable de bruit numérique. La vidéo, j'ai trouvé super stable même dans les escaliers. Les couleurs sont bonnes, on a du détail, tant qu'on reste bien sûr sur le capteur principal. D'ailleurs, avec ce capteur principal, on peut même filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde, ce qui nous permet de faire de jolis ralentis. Donc là, je suis en 4K 30 images par seconde. Chose que je viens de voir là, c'est que pour avoir accès à l'ultra grand angle, je ne peux pas filmer en 4K, je suis obligé d'être en 1080p. Pour la vidéo en intérieur, je vais vous montrer un super atelier que l'on a fait à Kyoto. J'ai pu fabriquer mon propre couteau japonais. Ici, on voit que le capteur frontal a un petit peu de mal à exposer correctement la vidéo à cause du contraste entre ma tenue noire et le bandana blanc. Avec le capteur arrière, je suis content du résultat. Surtout que, comme vous pouvez le voir, on commence à avoir un joli flou d'arrière-plan. De nuit, le traitement logiciel essaie de compenser, mais on voit quand même du bruit dans les zones sombres de l'image. Encore une fois, si le capteur principal se débrouille très bien, c'est clairement moi le cas du capteur ultra grand angle. Et au niveau de ses qualités, le premier, ça va être vraiment son processeur qui est presque un processeur haut de gamme puisqu'il est équipé du Snapdragon 8S Gen 3, qui délivre vraiment d'excellentes performances, même en jeu vidéo. Donc clairement, si vous voulez un téléphone pas trop cher pour jouer dans d'excellentes conditions, c'est une très bonne référence. Surtout qu'en plus, deuxième point fort, on a un excellent écran AMOLED 144 Hz, donc c'est un écran qui sera vraiment très fluide, et ça ce sera parfait par exemple pour du scroll internet ou encore du jeu vidéo. Et troisième point fort, c'est sa batterie 5200 mAh et sa charge rapide qui nous permet de pouvoir passer de 0 à 100% en 40 minutes. Le premier gros point faible forcément, ça va être son capteur ultra grand angle. Là vraiment là, sur ce téléphone-là, OnePlus a tout misé sur le capteur principal. On pourrait noter aussi le design qui ne plaira pas à tout le monde. Et enfin, chose dommage, c'est le seul mobile de la sélection d'aujourd'hui qui n'est pas compatible eSIM et donc pour lequel il a fallu que j'achète une SIM locale. J'ai pas pu mettre ma eSIM Celi là-dedans. Et ça, c'est vraiment galère parce que, voilà, donc déjà, il fallait la trouver, celle-là. En plus, ça coûte plus cher que ma eSIM Celi. Et en plus, c'était galère à installer parce qu'il fallait rentrer des codes et tout ça. Donc ouais, si jamais vous voyagez, c'est chiant de ne pas avoir une eSIM. On passe maintenant au Honor 400 et on retourne dans les Alpes japonaises. Lui, il joue la carte des gros chiffres avec son énorme capteur principal de 200 millions de pixels. Il est épaulé par un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels qui sert aussi pour la macro. Mais du coup, est-ce que ces 200 millions de pixels sont utiles? Oui, ils vont être utiles pour zoomer. On va pouvoir zoomer en x2 et x4 dans le capteur de façon très correcte. On dirait presque qu'on a un vrai téléobjectif optique. Et mention spéciale pour le mode hardcore pour les portraits. Je trouve que le détourage et la gestion des lumières sur les visages sont vraiment meilleurs que les autres téléphones de ce comparatif. Ce qui est super, c'est que les clichés ne ressemblent pas à des photos de smartphone, et ça c'est top. Pour les conditions de lumière un peu plus difficiles, je voulais commencer par vous montrer ce magnifique coucher de soleil. Je suis vraiment super content de ce cliché avec l'ombre du pêcheur. Avec le x2, c'est même mieux. De nuit, le Honor 400 s'en sort aussi très bien. Les images sont claires. Bon, des fois c'est un petit peu trop lissé pour supprimer le bruit, mais le résultat est quand même très plaisant à l'œil, tant qu'on ne regarde pas la photo sur un très grand écran. En vidéo, on a de la 4K, l'image est belle, les couleurs sont justes, et en plus de ça, la vidéo est bien stabilisée. C'est fou comme il y a 5 minutes, on était vraiment dans la ville, et là on tombe vraiment en plein milieu de la forêt. Il y a une sorte de montagne en plein milieu de la ville, et on se croirait vraiment au milieu de nulle part. De nuit c'est correct, mais c'est vrai que c'est un peu moins magique qu'en photo, ça bruite assez vite, et on perd beaucoup, je trouve, en qualité de stabilisation. Et donc au niveau des qualités du Honor 400, bien sûr le premier, ce sera son excellent capteur 200 millions de pixels. On vient le voir, grâce à ce gros capteur, on va pouvoir zoomer de façon très correcte en x2, x4, et clairement ça compense l'absence de téléobjectif dédié. Deuxième gros point fort, c'est l'écran qui va prendre soin de nos yeux.
Comme le très haut de gamme de chez Honor, donc le Magic 7 Pro, le Honor 400 bénéficie d'une technologie de gradation PWM très élevée. Et ça va nous offrir un confort visuel vraiment supérieur et surtout ça va beaucoup moins fatiguer nos yeux. Et enfin, j'ai une grosse batterie de 5300 mAh et une charge rapide à 66 watts, ce qui fait qu'on a une autonomie qui est solide. Et par exemple, moi en voyage, il m'a tenu la journée sans problème. Je pense qu'avec j'aurais pu faire 1 jour et demi, voire presque 2. Et pourtant avec, j'ai fait beaucoup de photos et vidéos et GPS. Au niveau des points faibles, attention au processeur. C'est un processeur Snapdragon 7 Gen 3, donc clairement c'est un cran en dessous par rapport par exemple au OnePlus qu'on a vu juste avant. Et donc c'est pas forcément un téléphone que je vous conseillerais si jamais vous jouez beaucoup. Au niveau de la prise en main, on voit qu'on n'est pas sur un smartphone très haut de gamme, mais ce qui est bien c'est qu'on a quand même un châssis qui est assez fin. Et pour mon utilisation, en tout cas, ce qui m'a le plus dérangé sur ce téléphone-là, c'est que l'expérience de base est assez polluée quand même par les nombreuses applications qui sont préinstallées. Et bon, quand on paye plus de 300 € au smartphone, c'est toujours chiant de passer une demi-heure, 1 heure à enlever tout ce qui n'a pas lieu d'être. Direction maintenant Tokyo pour tester le Pixel 9a. Google nous propose un capteur principal de 48 mégapixels avec une grande ouverture de f1.7. Ça c'est super pour bien capter la lumière. Il est accompagné d'un capteur ultra grand angle de 13 mégapixels. En photo, c'est vraiment le roi des photos, facile à prendre et belle tout de suite. Vous avez juste à sortir le téléphone, vous appuyez sur le bouton et la photo est généralement parfaite. On a une excellente gestion de la plage dynamique, ça veut dire qu'il va vraiment être capable de pouvoir gérer aussi bien et en même temps les zones très éclairées que les zones les plus sombres. Les couleurs sont très naturelles, ultra grand angle est un peu moins bon, mais clairement au-dessus de tous les autres ultra grand angle qu'on avait sur le téléphone dont je vous ai parlé avant. Et en plus de ça, la concordance des couleurs entre les deux capteurs est aussi excellente. De nuit, le mode vision de nuit de Google est toujours aussi impressionnant. Il arrive à récupérer des détails de façon assez folle, même dans les zones très sombres de l'image. Et c'est vrai que c'est quand même bluffant de réalisme. Et en photo, pensez bien aussi que l'IA de Google fait de la magie avec justement la gomme magique. Regardez par exemple cette photo pleine de monde. J'ai réussi à enlever tout le monde et le résultat est quand même assez fou. En vidéo, j'ai noté une grosse amélioration par rapport à la génération précédente, donc par rapport au Pixel 8a. La stabilisation est excellente, on a moins l'effet robotique des anciens pixels, c'est vraiment propre et on a même de la 4K 60 images par seconde de très bonne qualité. Changement d'ambiance, on a quitté la verdure pour aller chercher les grands buildings. Allez, là on est vraiment au cœur de la ville ici, là. Il y a des bâtiments partout. Et j'ai aussi d'ailleurs été très content de la caméra avant. En intérieur, c'est très correct aussi. Regardez, j'ai pu vous montrer par exemple ce que j'ai mangé au restaurant. Mais c'est vrai que dans les zones un peu sombres, ça commence à bruiter. Et bien sûr, de nuit, le Pixel 9a n'arrive pas à faire les mêmes miracles qu'en photo. Je dirais pas que c'est mauvais, mais là, clairement, on sent la différence avec la gamme Pixel Pro. Mais bon, difficile de trouver mieux dans cette gamme de prix. Au niveau des points forts, sa première grande qualité, ça va être forcément son excellente qualité photo pour son prix. J'ai aussi beaucoup aimé son écran 120 Hz qui est très lumineux. Je l'ai par exemple beaucoup utilisé pour du GPS et l'écran est fluide et lisible même en plein soleil. Et enfin aussi bravo à Google pour nous proposer 7 ans de mise à jour sur ce téléphone. Vraiment 7 ans sur un téléphone à ce prix-là, c'est juste trop bien pour ceux qui veulent garder leur téléphone longtemps. Au niveau des points faibles, celui qui m'a le plus choqué, c'est les bordures de l'écran qui sont quand même assez épaisses. Quand on voit les bordures hyper fines de tous les autres téléphones que j'ai devant moi, ça fait un petit peu mal. Deuxième point faible, et ça m'a vraiment frustré, c'est la charge qui est vraiment hyper lente. Il faut compter 1h45 pour mettre le téléphone à 100%. Et enfin, contrairement au Pixel 10 ou alors à la gamme Pro, on n'aura pas de zoom optique sur ce téléphone. On aura quand même un zoom numérique jusqu'à x2 qui est correct, mais c'est vrai qu'au-delà, la qualité se dégrade quand même très très vite. On reste à Tokyo avec le Motorola Edge 70 et sa triplette de capteurs de 50 millions de pixels. Parce qu'on a 50 millions de pixels pour le capteur principal, pour l'ultra grand angle et aussi pour le capteur frontal. Bref, vraiment sur le papier, c'est très solide. Et l'avantage d'avoir comme ça 3 capteurs de 50 millions de pixels, c'est qu'on a des photos qui sont extrêmement cohérentes, peu importe le capteur qu'on va utiliser. Et c'est clairement d'ailleurs le meilleur ultra grand angle de la sélection de téléphones que j'ai devant moi. Peu importe le capteur utilisé, les photos sont détaillées, les couleurs sont naturelles, et avec un aussi bon capteur ultra grand angle, c'est clairement le meilleur choix pour celui qui veut faire beaucoup de photos de paysages et d'architecture. Avec les 50 millions de pixels du capteur principal, je peux aussi me permettre de zoomer correctement en x2. Tant que la lumière est bonne, j'ai un cliché de qualité. Pour les photos de nuit, direction Matsumoto et son magnifique château. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu de très bons résultats. Même d'ailleurs avec le zoom x2. Faut juste que je lui laisse un petit peu plus de temps pour prendre la photo. L'ultra grand angle aussi est très correct, mais c'est vrai que sur celui-ci, le traitement est quand même beaucoup plus agressif et va donc plus lisser l'image. J'ai aussi beaucoup aimé la capacité de l'appareil à figer les mouvements. Par exemple, ici la voiture était en mouvement et pourtant elle n'est pas floue. La vidéo est aussi très bonne, en particulier avec le capteur principal. Petite déception par contre côté stabilisation, il va vraiment falloir être assez doux sur ses pas pour éviter d'avoir des à-coups qui sont pas très jolis en vidéo. Ou alors il faudra investir dans un stabilisateur de smartphone. Et ce point est encore plus visible de nuit. C'est dommage parce qu'en restant fixe, je trouve que la qualité est justement excellente, et ça même quand la lumière se fait très rare.
mais c'est vrai que dès qu'on bouge un petit peu, on a des à-coups qui sont pas très agréables à regarder. Au niveau des qualités, il faut vraiment mettre en avant son design qui est vraiment ultra fin. Ça, c'est un truc qui est assez fou, hein. Une fois dans la poche, on n'a pas l'impression d'avoir un téléphone, et en main, c'est hyper agréable. Et surtout qu'en plus, il est très léger aussi. Vraiment, les téléphones fins, on a commencé à les voir en 2025. Je pense qu'en 2026, on va en voir de plus en plus. J'ai aussi beaucoup aimé la surcouche de Motorola qui est extrêmement proche de la surcouche Android pure, donc sans rien. Pas d'application préinstallée, des gestes moto qui sont très utiles, je trouve. Et on a une fluidité de l'OS qui est juste exemplaire. Dernier gros point fort, en particulier pour un téléphone aussi fin et léger, c'est que on ne sacrifie pas la charge sans fil. On a une charge rapide filaire de 68 watts et surtout on garde une excellente autonomie. Au niveau des points faibles, on a un processeur milieu de gamme, donc le Snapdragon 7 Gen 4. On pourra jouer à tous les jeux, mais c'est vrai que sur les jeux les plus gourmands, il faudra peut-être baisser un petit peu les paramètres. On l'a vu ensemble, deuxième point faible, c'est sa stabilisation en vidéo. À ce niveau prix, je m'attendais quand même à un petit peu mieux. Et enfin, bien sûr, sur un modèle comme ça, on va payer forcément la miniaturisation et le fait d'avoir un modèle aussi fin. Donc voilà, donc si la finesse pour vous, c'est pas important, prenez peut-être plutôt le téléphone qui vient juste maintenant. Et donc on termine à Universal Studio Japan avec le Xiaomi 15T Pro. Sur ce modèle, Xiaomi a collaboré avec Leica et nous propose 3 capteurs à l'arrière. On aura un capteur principal de 50 millions de pixels, un vrai téléobjectif x5 de 50 millions de pixels aussi, et par contre, pour l'ultra grand angle, on retombe à 12 millions de pixels. Déjà, quand on va prendre une photo, on aura le choix entre deux looks. On aura le Leica authentique qui nous promet un contraste réaliste, et enfin on aura aussi le mode vibrante qui lui sera beaucoup plus saturé et coloré. Et ce qui est bien avec ce téléphone, c'est que je trouve que les photos ont une âme. On voit qu'il y a un cachet particulier. Et forcément, dans un endroit aussi photogénique qu'Universal Studio, j'ai adoré prendre des photos de tout ce que je voyais. Et mention spéciale pour le capteur x5. C'est un bonheur pour aller chercher des détails architecturaux ou pour faire jouer l'effet de compression. Par contre, comme le laissait supposer la fiche technique, c'est vrai que l'ultra grand angle est un petit peu en retrait par rapport aux deux autres capteurs. C'est pas si visible de jour, mais de nuit, aux abords du château de Poudlard, c'est quand même beaucoup plus marqué. Le x1 par contre est vraiment impressionnant. Tout est net, on a du détail, les couleurs sont réalistes, bref c'est que des beaux clichés. Et avec le x5, c'est aussi plutôt pas mal. On arrive à sortir de très belles photos. Ce qui était bien entendu impossible avec les autres smartphones dont on a parlé juste avant, parce que c'est le seul smartphone dont on a parlé aujourd'hui avec un vrai téléobjectif optique. Ce sera aussi un très bon téléphone pour ceux qui veulent prendre des vidéos. On peut filmer en 4K 60 images par seconde. On a même un format log pour ceux qui veulent étalonner leurs vidéos en post-production. Bon, vu que c'est le téléphone le plus cher, on s'en doutait, mais c'est le téléphone qui nous offrira la meilleure qualité d'image en vidéo en termes de détails. La stabilisation est au rendez-vous, même en marchant assez vite. Et d'ailleurs, avec le capteur frontal, c'est aussi très correct. Bon, les petites pauses pour manger, ce qui est très bien, c'est qu'ils font la nourriture en fonction de l'endroit où on est. Là, par exemple, on est dans le parc Jurassic Park. Et du coup, là, on a des gros morceaux de barbac. Tiens, d'ailleurs, j'ai prévu de vous faire une vidéo dédiée sur ce produit, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on retourne du côté du Land Harry Potter pour la vidéo de nuit. Là encore, le capteur principal, c'est vraiment très très propre. On a peu de bruit et des couleurs qui restent fidèles grâce au traitement de Leica. Avec les autres capteurs, c'est un peu plus compliqué. On a en fait un peu plus de bruit. Bref, de nuit, comme sur tous les smartphones, il vaut mieux rester sur le x1. Et au niveau de ses qualités, je vais commencer par vous parler de son processeur, qui est vraiment un bon processeur. Donc c'est le MediaTek Dimensity 9400+, qui, associé avec un écran 144 Hz, nous offre vraiment une super fluidité, et donc ce sera un super téléphone aussi pour jouer. On aura de la charge rapide à 90 watts, associée à vraiment une super autonomie qui nous permet de faire la journée sans problème. Et bien sûr, son plus gros point fort, c'est que grâce à Leica, c'est un super photophone. On a vu ensemble les photos que j'ai prises avec lui. Je trouve que c'est des photos qui font pas trop smartphone, et ça c'est chouette. Au niveau des points faibles, c'est vrai que l'ultra grand angle est un petit peu en retrait, en particulier lorsque la lumière commence à manquer un petit peu. Deuxième point faible, ça va être au niveau de l'interface. La surcouche Xiaomi, moi je suis pas très fan, je trouve qu'elle est quand même assez surchargée, assez lourde. On a aussi beaucoup d'applications préinstallées, là où ça pouvait encore passer sur un téléphone autour des 400 €, là 700, c'est chiant. Et enfin, dernier point, c'est un smartphone qui est quand même assez lourd et encombrant. Bon, je dirais pas non plus que c'est une brique, mais c'est vrai que par rapport au Motorola, c'est vraiment le jour et la nuit. Si jamais vous voulez un téléphone avec ce genre de performance-là, mais que vous voulez pas un téléphone aussi grand et lourd, pensez au Samsung Galaxy S25, qui profite de promo en ce moment et qui peut du coup se trouver aux alentours du prix de ce Xiaomi 15T Pro. En conclusion, du coup, lequel est-ce qu'il faut choisir ? Si jamais tu veux la tranquillité d'esprit et un téléphone qui va durer des années, là, il vaut mieux aller chercher le Samsung Galaxy A56 ou alors le Pixel 9a si jamais tu veux vraiment un très bon photophone. Si jamais tu es gamer ou que tu veux de la puissance brute, là tu auras le choix entre le Xiaomi 15T Pro ou alors si jamais tu as moins de budget, le OnePlus Nord 5.
Si tu cherches un objet qui est agréable à manipuler, là clairement fonce sur le Motorola Edge 70. Encore une fois, je vous encourage vraiment à donner une chance au téléphone fin et léger. Je vous garantis que ça change beaucoup de choses. Et enfin, si jamais tu aimes beaucoup faire des photos portraits, là clairement, je te conseillerais plutôt le Honor 400. Bien sûr, je vous rappelle que vous avez tous les liens qui vont bien en description et en commentaire épinglé pour trouver chacun des smartphones au meilleur prix. Merci encore à Sailly pour le soutien et pensez au code iBordelais si jamais vous prenez une carte Sailly, ça vous donnera 10% de remise. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo. Et voici maintenant un exemple de la qualité d'appel qu'on a avec un Samsung Galaxy A56 en environnement calme. Là j'ai mis, ça y est, un gros bruit de vif sur l'ensemble derrière moi. Et comme vous l'entendez, c'est vraiment assez fort. Et maintenant on revient sur le micro du Samsung Galaxy A56 en environnement donc très bruyant. Comme vous pouvez l'entendre, ma voix est certes plus robotique, mais au moins ça coupe assez bien tous les bruits qu'il y a derrière moi. Et voici un exemple d'enregistrement d'appel passé au OnePlus Nord 5. Là je suis en environnement calme. Et c'est parti pour l'environnement bruyant. Maintenant, on est de retour sur le micro donc, du OnePlus Nord 5, cette fois-ci en environnement très bruyant. Et voici maintenant un exemple de qualité d'appel passé avec un Honor 400 en environnement calme. Et bien voilà ce que ça donne, un appel passé en environnement vraiment très bruyant avec le Honor 400. Et voici un enregistrement d'appel passé en environnement très calme avec le Pixel 9a. Et maintenant voici un enregistrement d'appel passé en environnement vraiment très bruyant avec le Pixel 9a. Et voici un enregistrement d'appel passé avec le Motorola Edge 70 en environnement très calme. Et maintenant voici un enregistrement d'appel passé avec le Motorola Edge 70 dans un environnement cette fois-ci vraiment très bruyant. Et voici un exemple d'appel passé avec le Xiaomi 15T Pro. Là, je suis en environnement calme. Et si on revient ici sur le micro du Xiaomi 15T Pro en environnement donc bruyant.